Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. En tout cas, certains sont arrivés qui n'avaient pas pu être là hier, d'autres qui ne peuvent plus être aujourd'hui, mais on voit toujours à quel point finalement cette rencontre, encore l'architecture, encore la philosophie, elle est soutenue. Nous sommes nombreux à souhaiter encore cette rencontre architecture et philosophie. Donc hier, nous avons eu plusieurs conférences qui ont vraiment permis de repenser ce rapport, on pourrait dire à l'arché, mais aussi ce rapport à tous les jeux de préfixes qui transforment en fait la réflexion et le point de vue sur la question architecturale et philosophique. Alors aujourd'hui, nous allons, comme vous avez vu le programme, nous commençons par une conférence inaugurale qui sera suivie donc d'une session d'échange avec différentes communications. Donc elle sera animée, cette session, cette deuxième session, par David Van der Burg, qui donc est professeur, était aussi un ami de la philosophie en tant qu'architecte, et théoricien et critique de l'architecture. Alors donc maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à François Guéry. Donc François Guéry, c'est un philosophe qui en fait, a créé, enfin, il est normalien, je dirais, c'est le pur produit de l'université française, et c'était très très précieux de l'avoir aussi comme compagnon dans la création des doctorats d'architecture, puisqu'il a créé à Lyon, avec Jean-Paul Dolé, Bruno Kézanne et moi-même. On s'est réunis autour de lui pour développer un DEA architecture et philosophie. Il y a plusieurs actuellement enseignants dans les écoles d'architecture qui ont fait leur premier pas dans les doctorats, dans cette formation où François nous a accueillis. Mais au-delà de ça, il vient de sortir un livre qui s'appelle Archéologie du nihilisme, de Dostoïevski au djihadiste. Donc je l'ai avec moi, si vous voulez jeter un coup d'œil, je pense que ça sera important. Je crois que François Guéry a beaucoup travaillé sur la philosophie allemande, sur Nietzsche, sur des traductions, sur Lou Salomé, et je pense que cette question du nihilisme, en tout cas pour moi, j'ai trouvé qu'elle était toujours présente. De quel nihilisme on parle, et c'est une question fondamentale, je pense, qui traversait la question hier toute la journée. Où en sommes-nous? Merci beaucoup François d'avoir accepté notre invitation, et donc je te laisse choisir cette place qui est très, à mon avis, agréable, mais sinon là, bon, alors merci. Eh bien, merci Chris de cette énième invitation. Nous avons un long passé de collaboration amicale sur le thème, effectivement, de l'architecture et la philosophie. Et, je reconvertis un petit peu cette formule avec un « et » qui ne veut pas dire suffisamment, bien sûr. Je pense que la philosophie aide beaucoup à regarder l'architecture, d'autant plus qu'il y a une littérature philosophique sur l'architecture. Il y a un corpus, il est disponible pour être exploité, et c'est vrai, j'ai essayé de le faire, par exemple, en suivant des frayages, des pistes qui sont, par exemple, ouvertes par Nietzsche. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes par Heidegger, que je considère comme un corpus plus qu'exploitable, fondamental. Donc, nous poursuivons cet effort pour penser l'architecture, ce qui suppose évidemment d'aborder le domaine de la pensée. Alors ici, bien sûr, il y a pour moi une continuité presque évidente avec la question que j'ai essayé de traiter dans l'ouvrage que Chris vous a montré, celle du nihilisme, qui est, à mon sens, pas si bien connu. Le nihilisme n'a pas été défini avec la parfaite clarté qu'on attendrait. Et j'ai essayé, moi, de revenir, puisque archéologie veut dire retour aux sources, reparcourir à partir d'un principe, d'y voir plus clair et de donner du nihilisme une formule
claire et nette, si c'est possible. Je crois que cette formule claire et nette, elle est dans la volonté de détruire d'abord la primauté, la priorité, l'antériorité de la destruction, c'est-à-dire aussi cette sorte d'étrange choix d'être un orphelin, de ne pas hériter du passé, des ancêtres, de l'acquis, d'être au monde comme si ce monde nous était devenu brutalement très étranger, éventuellement aussi comme s'il était un obstacle à la vie que nous entendons mener. Donc il y a quelque chose dans le nihilisme qui est fondamentalement destructeur, et ça a été absolument vrai, bien sûr, du nihilisme historique. J'entends par là, non pas toutes sortes de choses, mais très précisément le courant des nihilistes qui ont été les assassins d'un tsar réformateur, Alexandre II, en 1881. Je pense que c'est le baptême du nihilisme, même si ensuite il a pris des formes de plus en plus diffusées, sans doute banalisées. Et j'ai essayé dans le livre, non pas d'ouvrir un chapitre architecture, ça je ne l'ai pas fait, mais d'ouvrir un chapitre art, peinture en particulier, puisque le mouvement Die Brücke, le pont, qui a été le lancement du courant expressionniste, quelque chose qui a précédé et ouvert la voie à Dada, au surréalisme, etc. Le mouvement Die Brücke se réclame explicitement d'un Nietzsche nihiliste ou destructeur, celui qui considère que l'homme est un pont vers le surhomme, c'est-à-dire qu'en lui-même, cet homme doit être dépassé et laissé en arrière, laissé derrière soi. C'est donc cette option nihiliste que j'ai voulu exploiter dans donc, le domaine de la peinture notamment, puisqu'ensuite ça se diffuse dans toutes les dimensions, tout l'espace de la culture. Alors, un chapitre architecture, très modestement, je dirais que je ne l'ai pas écrit, que je me contente d'évoquer sa possibilité. Et donc voilà, je voudrais esquisser quelque chose sur l'exploitation possible de cette archéologie du nihilisme dans la question architecturale, et puis alors en particulier dans ce qu'on a appelé New Architecture, la nouvelle architecture qui est le concept presque, je dirais presque la prédication de Walter Gropius dès les années d'avant la Première Guerre mondiale. Cette figure de Gropius, bon, elle est bien connue naturellement, elle est en même temps très occultée par l'importance de Le Corbusier, qui écrit pour une architecture, alors que Gropius a déjà très largement ouvert la voie. Et je voudrais faire un rapprochement entre ce mouvement de la nouvelle architecture et un certain nihilisme, c'est-à-dire une certaine amnésie vis-à-vis du passé de l'architecture, comme si on n'avait jamais bâti, purement et simplement, comme si on n'avait jamais bâti au sens le plus fort. Et alors, c'est là qu'il y a un premier paradoxe que je voudrais essayer d'esquisser. L'idée de bâtir, c'est l'architecture. Bâtir, donc pas détruire. Et la première difficulté à surmonter, c'est de situer l'un par rapport à l'autre le geste de bâtir et le geste de détruire. Que le nihilisme ait à voir avec la question de l'architecture comme se bâtir, c'est au fond quelque chose qui ne va pas de soi et qu'il faut articuler un peu. Alors, je rappellerai que dans un texte du Crépuscule des idoles, plus exactement donc une section assez étrange qui s'appelle Les flâneries d'un inactuel, on devrait en réalité dire plutôt les raids d'un inactuel, enfin, parce que le mot allemand est plutôt celui-là, Nietzsche consacre à l'architecture un paragraphe, qui, si je me souviens bien, le 111, consacre à l'architecture un paragraphe où il distingue l'architecture de tous les autres arts. Tous les autres arts sont comme des modalités, des versions de la volonté de puissance, alors que par contre l'architecture est elle-même la volonté de puissance. Et il est assez curieux que Nietzsche fasse de l'architecture la volonté de puissance, alors qu'il a été essentiellement un théoricien et un praticien, enfin un théoricien c'est pas le mot qui convient, de la musique. Mais pourtant, c'est bien l'architecture qu'il met à la source de tous les arts, musique compris, le mime, la danse, la peinture, etc. Et donc, il fait de l'architecture une éthique
enfin, au sens d'un comportement, une éthique positive. L'architecture pose, donc elle ne dépose pas. Dans un premier sens, donc, l'architecture est position. Alors vous connaissez la trilogie hegelienne, poser, déposer, puis rassembler la position et la déposition. Ici, non, c'est pas une position qui serait affirmation, négation et rassemblement de l'affirmation et de la négation. Non, vraiment, l'architecture est position. Mais je crois qu'il faut creuser un peu plus parce que Der Wille zur Macht, la formule en allemand de la volonté de puissance, utilise un terme qui a été mal compris, die Macht. On traduit par la puissance et on s'en tient là, on a tort, parce que le verbe en allemand qui correspond à die Macht, c'est mögen, qui au conditionnel donne möchte, ich möchte, je souhaiterais, je voudrais. Donc le mögen au sens très fort, en fait, c'est aimer, apprécier, évaluer. C'est une question de goût. C'est une question de goût au sens d'une action qui pose ce pourquoi on a un goût. Et donc l'architecture, au sens de Nietzsche, si vous voulez, c'est une sorte de, on pourrait presque dire, la réalisation d'un vœu, avec un accent mis sur l'aspect réalisation, passage à l'acte, passage à la position de quelque chose qui serait comme un fondement. D'un autre côté, s'il est vrai que l'architecture est cette position et qu'au fond elle a quelque chose d'initial, elle est une initialisation, on recommence. Le monde est là, qu'est-ce qu'il y a à recommencer? Donc l'architecture est aussi, si vous voulez, augmentation du monde. Et dans cette augmentation, je crois qu'il faut aussi aller plus vers la racine des mots. Je crois que Chris a déjà donné un peu le signal du départ pour interroger le langage, creuser, pas s'en tenir, au sens les plus banalisés et obvis. Augmenter, là je passerai plutôt par le latin, augere, ça a donné auctor, auctoritas. Donc la question de l'augmentation du monde n'est pas une question d'agrandissement, numériquement parlant, d'une sorte d'ajout à quelque chose qui serait existant, mais c'est un acte d'autorité. C'est celui qui fait commencer quelque chose en droit, si on veut. C'est une légitimation, c'est donc une inauguration. Et cette question de l'augmentation du monde, il ne faudrait pas s'imaginer que Nietzsche soit le premier penseur, ni non plus d'ailleurs que la pensée allemande ait véritablement inauguré cette question-là, parce qu'on trouve déjà dans Rousseau, dans le contrat social en particulier, cette idée que ceux qui ont fondé les lois, et en particulier ces lois qui donnent ensuite ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire la société, la police, la cité, l'ordre politique, etc. Ceux qui ont fondé les lois n'ont pas eux-mêmes suivi une loi. Et il y a c'est là qu'on entre un petit peu dans cette difficulté qui m'intéresse. Celui qui fonde les lois est un hors-la-loi, puisque précisément il n'agit pas dans une légalité, il la fonde. Il est donc dans une sorte de suspens de la loi, et même s'il y avait déjà une loi, ce qui est faisable, il la renverse, il la nie, il l'oublie, il l'écrase éventuellement. Donc le fondateur des lois, le législateur, c'est ainsi que Rousseau voit les choses, le législateur nie la loi. Il se situe dans une sorte d'entre-deux où la loi existante n'a plus cours, et on pense tout de suite évidemment aux grands révolutionnaires, mais je pense aussi au Christ tout simplement, par rapport à la loi juive, aux coutumes, à tout ce qui constituait, si on veut, l'ordre tout court. Donc le législateur, c'est celui qui ignore suffisamment les lois pour avoir l'audace d'en fonder de nouvelles. Si bien que ça donne une pensée de l'architecture comme incarnation, symbole de la création. Cette idée de la création, elle est ab initio, à partir de rien, ex nihilo, parce qu'elle nie ce qui est.
Elle est sans doute dans un monde qui a déjà tout son cours, tout son développement, mais elle fait comme si ce cours, ce développement n'avait plus cours. Et donc elle est création en ce sens destructeur. Si j'ai proposé de réfléchir à une architecture qui serait à la fois constructrice et destructrice, c'est précisément à cause de cette étrange association, si on veut, de la construction et de la destruction, de la position et de l'amnésie, dans le geste même de créer. Donc évidemment, loin de moi l'idée qu'il faudrait envisager l'architecture comme une destruction parce qu'elle détruirait quelque chose pour bâtir, mais il faudrait voir l'architecture comme une destruction précisément parce qu'elle est créatrice, parce qu'elle instaure et parce qu'elle entend fonder un monde, constituer un monde, configurer un monde, puisque c'est l'expression qui a été choisie pour traduire la formule de Heidegger, qui est le caractère weltbildend, celui qui configure, qui donne une figure, bild, une structure au monde. Alors, si Nietzsche a été le penseur du nihilisme, et un penseur qui n'en est pas seulement le critique, si on veut, il n'y a pas que la distance, il y a aussi une adhésion. C'est qu'en fait, dès le moment où on fait l'éloge du créateur, on minore, on minimise ceux qui suivent, ceux qui appliquent, ceux qui sont dans les standards et qui se contentent, si je puis dire, de s'inscrire par un conformisme dans les standards existants. Alors, on peut dire aussi, bien sûr, il y a ceux qui obéissent aux standards et qui ne sont donc pas créateurs, puis il y a ceux qui n'obéissent pas aux standards, qui ne sont sans doute, évidemment, ni créateurs, ni conformistes. Et qui sont-ils? Ces rebelles, puisque précisément c'est de cela qu'il s'agit. Ces gens qui ne sont pas dans la conformité. Alors ici, la réflexion de Nietzsche sur le nihilisme prend une figure très étonnante, puisqu'en fait, précisément, il fait du rebelle la figure du futur créateur, le prototype du créateur. Et donc, le rebelle, au fond, celui qui ne se conforme pas, qui ne considère pas la loi comme quelque chose qui s'impose, comme un impératif. Alors, c'est ce qu'il appelle l'esprit catilinaire ou l'éthique catilinaire. Il faut juste un mot sur qui est Catilina. Catilina est, dit-il, le prototype de tout César. On sait sans doute qu'il y a un plaidoyer de Cicéron contre Catilina, le délinquant. Mais en réalité, ce délinquant qui a été frappé par la justice est un supporteur de César. Il est donc, si vous voulez, celui qui ouvre la voie au césarisme, qui, lui, est sans doute tombé sous les coups, mais pas de la justice, et qui a fondé l'Empire. Donc Nietzsche fait cette espèce de raccourci. Plus on est rebelle, plus on fondera un empire. Et pour lui, fonder un empire est quelque chose d'absolument décisif, puisqu'il considère que l'Empire romain, essentiellement bâtisseur, fondamentalement bâtisseur, a été renversé après 2 ou 3 siècles d'existence. Cet empire a été renversé par un autre rebelle, le Christ ou le christianisme, qui a fini par donc se glisser dans l'Empire romain pour en détruire les fondements. Et il y a donc chez Nietzsche une réflexion sur le rebelle bâtisseur par opposition à d'autres rebelles destructeurs, et il estime, 3e point, qui n'est pas exactement dans une perspective hegelienne, et même très loin de là, je dirais, parce qu'il n'y a absolument aucune synthèse possible, il s'attend à ce qu'on revienne à l'esprit bâtisseur de l'Empire romain, c'est-à-dire donc que l'héritage du christianisme soit détruit. Donc sa mentalité bâtisseuse, si on veut, qui s'applique à l'architecture sans du tout s'y réduire, sa mentalité bâtisseuse coïncide avec des mouvements qui renversent l'ordre existant, l'ordre établi, pour rétablir un ordre bâtisseur. C'est ainsi qu'il le voit, et c'est aussi pourquoi l'idée de l'homme qui est un pont vers le surhomme est si importante. L'homme, c'est la création de l'humanisme chrétien. Le surhomme, c'est quelque chose qui reviendrait donc à l'esprit de l'Empire romain. Donc ces préliminaires, si on veut, montrent surtout une chose, c'est que lorsque Nietzsche envisage les questions d'architecture,
il les envisage dans une optique qui est morale et qui est comme symbolique par rapport à quelque chose de plus fondamental, qui est une révolution dans le domaine de la morale elle-même, une révolution qui serait une révolution des mœurs, et donc un retour à un certain esprit antique. Il imagine donc une architecture qui serait l'indice, le symbole d'une rupture avec un ancien ordre moral et une émancipation d'une pulsion créatrice que, selon lui, le christianisme a émoussé, émolié, rendu sans vivacité, sans esprit. Donc Nietzsche voudrait que dans tous les domaines, et à mon avis il n'a été que suivi au XXe siècle, même si suivre n'est pas dans son optique, ou ne constitue pas pour lui une valeur, il a été monstrueusement suivi au XXe siècle. Cette idée que l'émancipation du christianisme va donner un nouvel élan, une vivacité, une créativité, une inventivité, et en fin de compte donc une vie, c'est quelque chose qui, à mon avis, est devenu tellement obvi, malgré les complications que j'essaye de dessiner, c'est devenu tellement obvi qu'au fond, parler autrement, c'est avoir l'air d'un fou, ou de quelqu'un qui n'a pas fait attention à ce qui se déroulait autour de lui. Alors moi, je fais partie de ces fous qui ne font pas suffisamment, ou peut-être volontairement, attention à ce qu'il y a autour de moi. Enfin, je pense que c'est bien d'avoir cette espèce de distance ironique et critique, c'est mieux comme ça. La preuve, d'ailleurs, puisqu'on dit qu'il ne faut pas suivre, alors ne suivons pas. Et donc, je ne suis pas convaincu, il est vrai, par l'idée qu'une nouvelle architecture serait enfin émancipatrice, fondatrice, créatrice, alors que l'ancienne serait comme un boulet qu'on traîne, une sorte de chape ou encore une camisole de force. Je ne le pense pas, et donc je pense que tous les mouvements qui ont revendiqué la révolution au XXe siècle sont tombés dans un panneau que Nietzsche avait posé comme un piège, un collet pour les lapins, etc. Je crois que, d'une façon générale, au XXe siècle, on a surestimé la révolution. Je dis un mot sur ce qui s'appelle révolution, puisque révolution veut dire une espèce de renversement ou d'inversion. Je le répète, l'idée de Nietzsche est la suivante. Le christianisme a inversé les valeurs, qui étaient celles de l'Empire romain, faites de pas mal de brutalité, il faut le reconnaître, et de normalisation. Le christianisme a inversé ce monde. Il faut donc inverser l'inversion et retomber sur ses pieds, c'est-à-dire dans l'esprit romain, l'esprit bâtisseur. C'est ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire en fait un retour. Bon, c'est certain, la révolution est un retour. Alors que le XXe siècle ait été animé par l'idée du retour à quelque chose qui serait plus bâtisseur, plus vivace, plus violent. Alors, j'ai commencé à esquisser, mais j'ai honte. Voilà, enfin, j'ai honte de côté plus qu'inachevé, vraiment une brève esquisse, un croquis ou un griffonnage, quelque chose. Ça fait très longtemps que j'ai lu Walter Gropius, La Nouvelle Architecture. Donc, je le répète, Gropius, avant la guerre de 14, fait la théorie de la nouvelle architecture dans un esprit de prosélytisme assez prodigieux. Et donc le texte qui est plus tardif, qui a été publié plusieurs fois, en 1936, si je me souviens bien, en français, etc., le texte de la nouvelle architecture a ce caractère d'une sorte de manifeste pour quelque chose qui a ensuite pris corps sous la forme du Bauhaus, d'abord à Weimar, puis à Dessau, les pérégrinations à cause de la guerre, deuxième, ont fait que Gropius a émigré aux États-Unis, etc., peu importe. Donc les thèmes de la nouvelle architecture, très brièvement, je ne veux pas abuser du temps, sont évidemment, j'essaierai de les résumer comme ça, on n'a jamais su bâtir. Toujours, on a compté sur des choses qui étaient inessentielles, et il faudrait revenir à quelque chose de fondamental, et aussi à des standards, et ces standards comme application de quelque chose d'essentiellement normatif. Alors vous trouvez dans cet ouvrage, que je ne vais pas me mettre à éplucher sous vos yeux, toute cette thématique, si vous voulez, on n'a jamais su bâtir, l'émancipation du bâtir est devant nous, il faut des normes, il faut une normalisation, et il faut donc des standards que tout le monde appliquera.
Alors le thème plus général, il fait signe vers quelque chose qui, à mon avis, chez Nietzsche, est une excessive schématisation. Les standards du passé reposent sur de fausses conceptions, et en particulier, évidemment, sur le mur porteur. Bon. Donc le mur. Je signale au passage que le mur porteur, qui est typique par exemple des cathédrales, fait partie dans un texte ancien publié dans l'Esprit des matériaux, une revue plus qu'éphémère. J'avais essayé de montrer que la pierre est une réalité essentiellement spirituelle depuis que le Christ dit à Shimon, tu es Pierre. Et donc la pierre, c'est l'Église. La pierre, c'est un certain édifice qui va vers le haut et qui est effectivement porteur, mais surtout, il est porteur en ce sens qu'il porte vers le haut. C'est une espèce d'opérateur de verticalité. Et c'est assez curieux, évidemment, que les gratte-ciel aient été vers le haut sans la pierre. Je pense que c'est une manière de challenge. Ils ont été vers le haut sans la pierre à cause des armatures de métal. Donc si on lit Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle, etc., on se rend compte que le dossier anti-pierre, si je puis dire, remonte aux années 1820-1830 à cause des commencements de l'architecture métallique. Mais Gropius en fait néanmoins une sorte de nouvelle fondation. Construire sans la pierre, c'est tout dégager, c'est tout alléger, et je dirais presque qu'il y a alors un nihilisme au sens plus banal d'une option pour le rien. L'architecture en devient tellement immatérielle qu'elle est comme rien, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le substantiel, le lourd, le matériel de la pierre. Donc cette architecture est émancipée de la lourdeur, alors que par exemple Schopenhauer faisait de la lourdeur, de la pesanteur, la règle même, si on veut, à partir de laquelle l'architecture existe, puisqu'elle édifie en hauteur, alors que la pesanteur va vers le bas. Donc il y a cette idée qu'on pourrait alléger, faire comme immatériel, spirituel, en un certain sens, et il est vrai que Gropius plaide pour une architecture spirituelle et culturelle, et non pas purement et simplement technologique. Et puis il y a ce thème du standard, qui est assez étonnant. Tout doit être construit en fait selon un même standard. Les villes doivent être la reproduction d'éléments de base, une pure comme un étirement d'un seul élément qui sera multiplié à l'infini, parce qu'il n'est pas utile de tomber dans le piège de la variété, de l'individualisme et d'une espèce de culte de la personnalité, enfin de la personnalité. Là, Gropius, à mon avis, abuse par rapport à Nietzsche, qui lui a quand même apprécié, par exemple, dans Gênes, il y a un passage très typique dans le Gai Savoir, où Nietzsche dit que ce qui est frappant dans Gênes, c'est la personnalité spectaculaire de ceux qui ont créé des villas toutes différentes sur les pentes qui dominent le port. Donc Nietzsche n'ignore pas, si on veut, le caractère personnel de la volonté de puissance, et il n'est pas purement et simplement un normalisateur. Mais l'abus du schème de la création, créer des normes et ensuite les appliquer assez servilement dans la mesure où toute la création est déjà là, si vous voulez, ça c'est quelque chose évidemment qui appartient à cette éthique des bâtisseurs que Nietzsche a édifiée. Alors je me rends parfaitement compte que là je mords trop sur quelque chose qui n'existe pas, un chapitre architecture où les choses seraient articulées comme il convient. J'ai accepté de livrer cette brève esquisse d'une architecture nihiliste du XXe siècle qui est derrière nous, mais peut-être aussi assez largement devant. Donc je vous remercie d'avoir cherché à suivre les méandres de ce brouillon. Merci beaucoup François pour cette conférence magistrale qui nous amène, je pense justement quelque part à reprendre le souffle, à reprendre souffle, même par rapport à la journée d'hier. Et j'avais déjà, quand tu m'avais parlé de prendre ce thème d'amnésie, considéré que c'était déjà le mot lui-même. Il était un repère extrêmement important pour repenser ce qui est en jeu, justement, ce que ont en commun, on peut dire, architecture et philosophie, c'est la mémoire. Et une mémoire culturelle extrêmement riche, extrêmement longue, extrêmement contrastée. Donc, avant qu'on passe justement à la session et à d'autres interventions, si quelqu'un souhaite intervenir,
faire un commentaire, une remarque. Moi, en attendant qu'une question surgisse, moi, je voudrais quand même justement te demander, parce que je trouve que c'était extrêmement éclairant ce que tu expliquais sur le fait que, enfin, cette espèce de paradoxe finalement de l'architecture entre construction et destruction. Et quelque chose qui se répète, qui recommence dans la création, mais qui recommence aussi dans la destruction. Et justement, ce lien avec le nihilisme, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, parce que je sais que dans différents ouvrages ou dans différents cours que tu as pu faire, justement, sur ce rapport entre Nietzsche, porteur d'un nihilisme actif, enfin, la différence entre le nihilisme passif et le nihilisme actif. Ah oui. Enfin, ça pourrait nous entraîner trop loin et trop longtemps, parce que là, c'est le paradoxe de Nietzsche, c'est qu'il nous a légué une pensée, c'est surtout celle-là qui a été retenue, où le nihilisme est passif, en ce sens que c'est l'introduction d'une passivité dans le moral du peuple, de la foule moderne, amollie, avachie. Bon, enfin, alors, il a développé cette idée d'une espèce de bouddhisme européen, qui ne cadre pas du tout avec l'autre aspect du nihilisme, son caractère effectivement non seulement actif, mais intervenant, entreprenant, donc dans cette mesure destructeur, mais effectivement au sens actif. Et d'ailleurs, à propos des excités de Saint-Pétersbourg, qui ont donc, après 5 tentatives, fini par tuer le malheureux tsar Alexandre II, qui avait quand même aboli le servage en 1880, il faut rappeler ce contexte. Donc ces nihilistes-là, lui, Nietzsche, il les appelle négateurs en acte. Donc on comprend très bien que son nihilisme est une chose et son contraire, il est une passivité, et il est une activité furieuse, une activité déchaînée. Alors, quelle est l'unité des deux? Moi, je l'ai cherché, je n'ai pas vraiment trouvé. Il a noyé son propre poisson dans cette sorte de constat d'un faillite de la civilisation. Et moi, j'estime qu'en fait, c'est parce qu'il fait passer ses règlements de compte personnels avant le souci ou la nécessité de pensée stricte. Enfin, il n'aime pas Schopenhauer, il n'aime pas Wagner, donc il n'aime pas ceux qui sont pour la volonté qu'il appelle lui, émolliente, ramollie, etc. C'est une façon biaisée, et à vrai dire falsifiée, de comprendre ce que voulait dire Schopenhauer, qui était nullement, mais alors vraiment nullement, une atténuation du vouloir, puisque Schopenhauer avait posé l'idée que l'art est ce qui sauve la vie, parce qu'elle est basse. Donc il y a une option élevée sur l'art, et Nietzsche en conclut donc qu'il nie la vie. Bon, enfin, quelques sophismes. Assez là-dessus. Voilà, alors oui, Peter. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. J'aurais une question en relation avec la notion de puissance, parce que c'est une chose de dire que l'architecture est puissance, et une autre chose d'essayer de qualifier, de déterminer qu'est-ce que c'est que la puissance, parce que j'ai l'impression que c'est un mot qu'on absorbe, qu'on consomme de manière un peu légère aujourd'hui. C'est évidemment une question qui est aussi liée à la notion de destruction et construction. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se passent. On l'a vu hier déjà dans la destruction, aujourd'hui dans l'architecture. On a eu les exemples de Gordon Matta Clark ou du village de Doel près d'Anvers, mais il y a aussi l'exemple de Detroit aux États-Unis, qui sont des villes détruites et dont la destruction apparaît ou émerge une sorte de nouvelle architecture, une autre valeur architecturale. Donc puissance, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pour moi, il y a quelque chose. La puissance est gardée en potentiel quelque part. C'est donc il y a un lien avec la maïeutique, peut-être. Est-ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur cette notion de puissance? Oui, enfin, là, je l'ai un petit peu fait tout à l'heure, mais je peux répéter dans la mesure où peut-être c'est passé trop vite. Réellement, je pense que ce que Nietzsche dit
quand il dit volonté de puissance, c'est-à-dire der Wille zur Macht, ça tient au fait que die Macht n'est pas la force, ni donc une puissance au sens de le conflit, l'affrontement de deux forces, dont l'une serait plus puissante. Die Macht vient du verbe mögen et non pas du verbe machen, qui est faire, fabriquer, poser, etc. Et c'est vrai que mögen a le sens d'aimer, c'est le goût. Donc là, moi je crois que der Wille zur Macht veut dire que ce dont on a le goût, on le fait. C'est la véritable formule, à mon sens, que Nietzsche a lancée, même si elle a été comprise de travers, dans un sens qui serait par exemple le déploiement de la force d'un empire, d'une armée, etc. Alors maintenant, sur les questions de destruction de villes que vous avez évoquées, comme je n'ai pas suivi les débats d'hier, parce que j'étais ailleurs, je ne peux pas répondre de façon plus articulée, mais je pense que le point sur lequel il faut réfléchir sur cette question de puissance, c'est ce que veut dire réellement die Macht en allemand, en général, et ce que veut dire ce mögen, qui est l'équivalent donc d'avoir du goût pour aimer, désirer, convoiter. Voilà. Je suis trop court pour aller plus loin. Moi, je voudrais juste te demander, ce serait donc notre dernière question, je ne vois pas d'autres urgences dans la salle, c'est que justement tu as mis en sous-titre de l'ouvrage de Dostoïevski aux djihadistes. Alors pour quelle raison? Là, je ne veux pas trahir mes complices de la maison Grasset, mais enfin, c'est pas forcément moi qui ai mis en sous-titre de Dostoïevski aux djihadistes. Je pense que je peux y aller. Éric Zemmour a fait une chronique dans le Figaro, ce dont d'ailleurs je le remercie, parce qu'il a réellement lu le livre pour s'apercevoir qu'il n'était pas question des djihadistes. Donc il a eu un regard aigu, et il en a donc conclu que ce n'était pas moi qui avais voulu pousser jusqu'au djihadisme. Mais alors en même temps, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que l'arrière-pensée d'une archéologie du nihilisme, c'est ce qu'il en est aujourd'hui, qui est nihiliste, et pourquoi cette folie de destruction contemporaine là, qui s'est déroulée à Tunis avant-hier, etc. Pourquoi oui, hier, oui. Pourquoi et donc c'est vrai que une archéologie du nihilisme est en fait une sorte de retour en arrière, comme sur un caméscope, un retour en arrière pour savoir comment tout ça a commencé en Occident. Mais je dis en Occident, est-ce que la Russie c'est l'Occident? Justement pas. C'est pas l'Occident, c'est pas non plus l'Orient. Mais les nihilistes russes sont anti-occidentaux. Donc dire que le nihilisme est né en Occident, c'est à moitié vrai. Nietzsche a acclimaté en Allemagne, qui n'est pas forcément non plus le pays le plus occidental, à tous égards, surtout à son époque. Il l'a acclimaté en Allemagne, mais ce n'est pas tellement une idée occidentale, sans pour autant être orientale. C'est spécial. Si on ne regarde pas de plus près, on ne sait pas, on ne comprend pas. Merci beaucoup François, c'était vraiment très très riche et ça nous fait beaucoup réfléchir. Merci. Et donc là maintenant c'est David qui est maintenant le maître de séance et je suis très contente de lui repasser le micro. Que je t'ai déjà présenté tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais je ne vais peut-être pas suffisamment insister pour dire que tu étais parmi les cofondateurs d'Arena, puisque, comme nous l'avons souligné hier, c'est la première conférence annuelle Arena qui se situe ici à la Cité de l'Architecture, entre architecture et philosophie. Et pour nous, c'est très, très important. Merci, Chris. Vous m'entendez, là? Oui, ça va? OK. I am very happy to be here because this is the première séance bilingue du colloque. So this is the first bilingual session of the colloquium. I will try to go back and forth between English and French so that both the speakers and the audience understand what is going on. We are already behind in time. Nous sommes déjà en retard. Et donc, je ne vais pas élaborer beaucoup de commentaires par rapport aux conférenciers, parce que le temps de discussion est précieux.
The time of discussion is very precious, and so I will not spend a lot of time talking about the speakers. I will simply introduce them one by one, and we will try to keep time for discussion at the end. Discussion qui se passera a priori dans les deux langues. J'espère que ça vous convient. Notre première... Pardon? Il y avait une question? Non? Non, c'était pour dire qu'on était très contents. Ah, ça va. Plurilingue. Okay, ça va. So our first speaker is Peg Ross, who is from the Bartlett School of Architecture. She will be speaking, well, our session, I should say, is about a certain number of prefixes, which were in the call for papers. In this case, post, neo, and bio. Post, neo, bio. C'est des préfixes qui étaient dans l'appel à contribution et nos conférenciers se distribuent parmi ces préfixes. So Peg is going to be speaking about biopolitical, ecological poetics. I pass the floor to Peg. Okay, bonjour. I am going to speak in English, but it's very lovely to be here. Thank you for the invitation. So, as David has said, the prefix that I use is both the bio, but also the eco, the oikos. And this is really the frame. I'm not using the neo. So just to introduce the slides that are going to be shown are just three, and they are slides relating to the work of colleagues, Patrick Webber, Sabine Storp, who are working with their undergraduate students on a live housing project. And there is going to be this one slide of the design, a very early speculative design development by one of the class, as well as two images of the housing estate they're working on in central London, in the inner city, a social housing block, which is very much classic in the UK, local authority council housing, and also just a plan view of the density of London. So this paper, in comparison to the abstract that you have, now has a conversation about housing in it. So I'm going to talk about the philosophical and architectural relations, which are located in the prefixes of eco, oikos, bio, zoe, towards understanding the political formation of life of architectural thinking today, especially with reference to the right to live well and to have care of the self, given in today UK's current housing situation, which has been defined as a human disaster, a crisis, most recently last week by an British journalist Rowan Moore in The Observer. The paper partly comes from a research project that I'm undertaking with another philosopher involved in looking at conversations of well-being. It's entitled The Equalities of Well-being. And in it, I discuss biopolitical philosophy and particularly look at the housing crisis as the focus of my work. So this paper is in some ways a work in progress. And in that respect, the conversation I'm presenting about the housing crisis in the UK is more of an analytic, a biopolitical analytic, rather than me setting out sort of proven architectural answers. I'm going to talk about the architectural profession and the way in which people are looking at historical process and looking at precedents and also working in collaborations in relations which are to some extent positive despite some of the issues. So I'm going to suggest really that the biopolitical project for architecture can demystify the political, biological and technological structures of society at a macro and governmental level, as well as the micro-human subject scale. And when used as a critique, I want to show that it can open up spaces as well, not just for the negative, but for positive ethical subjectivities within contemporary society, even for those communities whose individuated or differentiated social and political needs are not envisioned by the mainstream forms of governance. So my concept of life comes from the late capitalist societies, comes of course from Foucault's groundbreaking lecture series on biopolitics, delivered in the late 1970s. And in his critique of neoliberal individuation, he argues that the subject is constituted by politicized and economic regimes of social, psychological, legal and technological powers. He shows how states of exception and otherness
and negatively classified by these regimes. And of course, since Foucault, there's the work of Giorgio Agamben, who's taken this even further to show how this particularly negative form of exemption from social inhabitation or lack is what he terms bare life. And this is active not only outside, but also within the modern state. So it's not just a kind of exemption outside the state. And then almost as influentially as Foucault, I think, really, for people working in biopolitics since these two philosophers, is the return that Agamben makes to the etymology of Zoe. And here he enables the capacity to explore the political value of biological life as opposition to bios, to the notion of this visible, audible, social, political being, and the being in bios which tends to be the one that is legitimized and seen as the legal right in the modern liberal state. But the attention to the people, to the multitude, the demos, as a political form that exposes the categorization of the wrong or the excluded has also been taken up by Jacques Rancière. And Rancière exposes the inequality of those who are yet to be identified as outside what democracy names, and also who challenge their exclusion by making new constructions of public. And these are conditions that really are very much at the heart of the housing crisis in the UK. In contrast, however, there are the work of Negri and Hart, who've affirmed the power of the multitude, and which in their understanding doesn't derive from the state, but derives from relations between subjectivities, between difference and in specific spatio-temporal conditions. And to some extent, I want to just bring in, alongside Hart and Negri, and actually more powerfully, I think, is the work of feminist philosophy. And in company with feminist art practices, not just coming from philosophy, from architecture too, these show that relational understandings of biological life, as well as social specificity of sexual difference, both for men and women, can lead to a more productive sense of Zoe or care of the self, self-determination and ethics. So biopolitical thought really is, I'm proposing, necessarily always something that describes the conjunctions between these different kind of levels and scales and modes of practices of life, and also both from the poetic to the ecological. In addition, when located in feminist philosophies, in which the Zoe and this politicized body of the subject, it can emerge as a singularly affirmative conception of non-human, and the non-human being the Zoe, the excluded, but providing sites and voices and enunciations where you can have an approach to relationality that's developed both on process rather than on conflict and negation. And so this is the work of people like Luce Irigaray, Gilles Deleuze, who not formally a feminist, but I'm going to place him in here, as well as Felix Guattari, Rosie Braidotti, and Donna Haraway, amongst others who've shown that sexual difference creates the basis for a post-humanist difference, one which questions the idea of the moral autonomy of the Enlightenment subject, and one in which aesthetic practice is then reconfigured into an active ingredient for producing an ethical understanding of social relations. These practices are distinct from the important but negative politics of control and exemption that are particularly associated with the discourse of Agamben, or also the work of Judith Butler, who do produce these really important logics of violence and dehumanization. But what I want to really sort of bring out in the paper today is the capacity for an autopoetic humanity, a different kind of humanity, care of the self for the individual and society. So, to turn to the architectural content of the paper, as many of you may be aware, the UK is in an incredibly dysfunctional state of housing. Its market is currently the state of a dire biopolitical inequality or disequilibrium, partly resulting from the systematic decline and reliance of UK finance on the speculative housing provision, which has now been even drawn out criticism from the Governor of the Bank of England. So, it's not just people who are activists or considered to be socially sort of agitatory, it's actually well within the economic elite and establishment of the country. There's also the depletion and sell-off public or social housing provisions since the 1980s, which have combined more recently with the deep inequality in economic and social welfare and private ownership, the benefits given to private ownership, the advances given to mortgage, particularly for people buying flats to then rent out at high rates. And what's happening now is that that researchers specialising in inequality and housing issues, particularly charities like Shelter and Joseph Rowntree Foundation, now observing alarming increases in overcrowding,
physical and mental health issues related to damp and poor living spaces, such as asthma, depression, particularly increasing in children with overcrowding, together with the imbalance between financial benefits of these cheap mortgages, and then the speculative housing market, which produces at the moment some rampant exploitation of unregulated rents, bedroom tax, which is a particularly pernicious tax that has come in the last 3 years, and unsecured leases, which affect not only now both the most traditionally economically deprived or those who require most welfare, most looking after, but also are now absolutely a sort of standard feature for first-time buyers, young professionals, and the middle classes. Really, in short, conversations that people are saying are features of the 19th century housing, now back firmly in the public eye. So it's truly a chronic state of affairs. The national shortage and inequalities of good housing are also added to by issues of stock, of housing stock, and how to deal with quality. So there's questions about light, heating, about the good quality of building materials, about the environmental performance, and of storage. And one of the kind of key sort of terms that's become a sort of emblem for this is the pram shed, the need for social housing, for housing to go to provide both a kind of a standard of living, but also have the capacity for flexible living, which might include the bike shed or the pram shed. And just to give a few sort of bits of data about this, just to show the extent to which these ratios, these inequalities, these biopolitical inequalities are really hitting people. If you're in London, you could have a semi-studio, which is a studio flat, which is criminally small, and you can pay £1,250 a month. You can be a family of 3, and in London you can have a property that has a building less than recommended levels, and is 18%, where only 18% of the housing stock meets recommended new space levels. So in the UK, one of the issues is around the sort of biopolitics of space and its ratio. I'm going to come later to some very wonderful work that was done before in the 1960s, but currently the smallest ratio of space in housing is in the UK, and new homes are getting smaller. And this compares, for example, with the Dutch housing square meterage percentage, which is 53% higher, and the Danish, which is 80% higher. So one of the things that comes out of this is that there is a set of biometric data of management of housing, both through financial speculation, but also through welfare and through governance processes, to the extent that you also get the subjects, the individuals managing in what clearly is currently an incredibly sort of difficult set of circumstances. And these are a kind of set of biopolitical distribution of resources, which at the moment are extremely unequal, and therefore ones which are the kinds of relations of care of the self that this project is looking at. But I want to turn now to a slightly more positive way of thinking about this, perhaps, which I don't want to suggest is naive, but I think it's part of the way in which actually the architectural profession is considering this. And if you remember, I began by talking about both the negative analysis that comes out of biopolitical logics, but also there are these conversations about how the non-human, the Zoe, may be a site for enabling a set of positive, active modes of political expression. So for writers like Haraway and Bradotti, this enunciates an affirmative set of differences and an individuation, which for those of you who may know your feminist philosophical critique, is the concept that women has always been outside the moral, autonomous Enlightenment subject. And this is where individuation is always inherently inscribed with biopolitical powers, marking the existence of not just the common, but the uncommon alterity. And this is rather than the self-same similarity that results in practices particularly which nurture the self-determination of non-pathological and ecological ecologies. And again, this is a sort of conversation about care, about the shift from management to care. So such thinkers offers perhaps some poetics of care of the self in their retelling of not just the current sort of issues, but also of historical findings. And this is where they return to the stories and to the actual science and to the rationale, the logics of 20th century philosophers and scientists and people working in ecofeminism and also in the broader world, but include people like Rachel Carson,
and her groundbreaking Silent Spring, this incredible work of ecological science, which was very much outside the mainstream science at the time, people like Vandana Shiva and Val Plumwood. And feminist poetic biopolitics, okay, are therefore political imaginaries, which really are carried through the generations of ecological inquiry for protecting and cultivating future social and environmental health. And I want to just briefly refer also to the work of Felix Guattari here, whose work is another process of poetic biopolitics. And he, like Bradotti, talks about ethico-aesthetic transactions. And I think these are discussions which, in terms of housing, is a biopolitical conversation that we're very mindful of in the UK, also because of the conversations of more planetary issues of dwelling and of resources. And this is obviously going to come up here in Paris with the Congress on climate change, which is something where care of the self is not just about the individuated societies within cities and urbanism, but also obviously relates to the way in which we think of our resources within this Anthropocene age. So there is a kind of set of questions around responsibility to the self and to society, which really these conversations are, I think, suggesting we need to alter. And just briefly to refer to some of the changes which are happening in the UK around these, is that there are collaborations now and discussions happening with architects, planners, developers, people in private sector, the Housing Federation, pretty much everyone apart from the Treasury, who are all working together to positively produce differentiated care of the self and of society, as well as for a wider set of organisations. And I will very happy to talk to people about this another time or later. But given the time, I want to just end with a quotation from a feminist philosopher, not one I've mentioned before, but someone else who's very involved in this, and she's called Lorraine Code. She's based in Toronto, and she works on what she calls ecological thinking, which I'd just like to finish with because it's a kind of reflection that I think captures the sensibility of this paper. So she says that ecological thinking is about imagining, crafting, articulating, endeavouring to enact principles of ideal cohabitation. It's not simply thinking about ecology or about the environment. It generates re-envisioned modes of engagement with knowledge, subjectivity, politics, ethics, science, citizenship, and agency, which pervade and reconfigure theory and practice alike. First and foremost, a thoughtful practice, thinking ecologically, carries with it a large measure of responsibility as to how it could translate into wider issues of citizenship, politics, and clearly for this discussion, architecture. Thank you very much. Thank you very much, Peg. I now have the pleasure to present Pauline Lefebvre, doctorante à la faculté d'architecture de l'Université libre de Bruxelles, avec une présentation qui s'intitule « Nous n'avons jamais été post-critiques » ou qui s'appellera peut-être autrement dès qu'elle présentera. Elle n'est pas certaine du titre, mais en tout cas qui se trouve dans la continuité un petit peu de la pensée de Bruno Latour. Et sans tarder, je lui passe la parole. Pauline. Merci. I might have done it in English if I knew I was in a bilingual panel, but anyway, it's going to be in French because I prepared it so. Donc, face à cet appel à m'intéresser au préfixe de la langue française, que j'ai trouvé assez surprenant en fait, j'ai choisi de répondre en m'intéressant au préfixe post. Le préfixe post est un ressort bien connu des discours théoriques et historiques pour marquer des avant et des après. Il est un rouage privilégié des machines à historiciser des mouvements, mais aussi à fabriquer très activement des tournants. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, je me suis retrouvée confrontée à ce poste que j'appellerais une machine. Alors que mon projet était de travailler sur les rencontres entre architecture et pragmatisme, pragmatisme étant la tradition entendue comme la tradition philosophique américaine, je me suis fait emporter par un torrent de discours plus ou moins pertinents sur l'avènement supposé, au milieu des années 1990 ou 1990 ici, d'un tournant post-critique.
Et donc c'est bien de ce tournant post-critique qui va faire l'objet de ma présentation. Alors la capture que j'ai subie peut être située avec précision, puisque en 2007, un ouvrage est publié par William Saunders intitulé The New Architectural Pragmatism. Et cet ouvrage, qui est un reader en fait du Harvard Design Magazine, est un recueil d'articles qui rendent compte d'une discussion quant à la posture des architectes face aux réalités du capitalisme. Ce livre est en fait une compilation des interventions dans le débat autour de la critique, puisqu'il comporte la majorité des contributions qui sont censées citées dans le compte-rendu de ce tournant. Donc si on regarde la table des matières, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce débat critique-post-critique. En tout cas, c'est vraiment toutes les interventions majoritaires de ce débat qui sont reprises. Et à cet égard, il comporte par exemple le fameux Notes Around the Doppler Effect and Other Moods of Modernism, publié par Robert Sommel et Sarah Whiting en 2002. Et cet article est fameux parce que c'est toujours lui qui est convoqué en premier dans les descriptions d'un tournant dit post-critique. Et donc, contrairement à ce que son titre laisse penser, l'ouvrage de Saunders ne développe pas le terme pragmatisme au-delà du sens commun. En fait, le terme pragmatisme est donc utilisé au sens de pratique, de réaliste, par contraste à une posture qui serait théorique et idéaliste. Il met donc en jeu exactement les mêmes oppositions que celles que déploie le terme post-critique. D'un côté, on a la critique, définie dans les débats comme une forme de résistance, une position externe et réflexive assurée par la théorie, un idéalisme teinté d'utopisme. De l'autre côté du post, une position d'acceptation, de compromission et de réalisme. Les dualismes sont bien commodes. La controverse entre les deux côtés est lancée et elle peut être franche. Il y a controverse parce que le risque d'abandonner la critique apparaît bien trop grand pour certains. Renoncer à la critique impliquerait nécessairement une fascination apolitique pour les situations, donc aussi pour le capitalisme, teintée d'opportunisme et tendant vers le statu quo, sans ambition d'amélioration sociale donc. Dans son introduction, Saunders propose timidement une troisième voie, puisqu'il intitule son introduction « Accept, Resist or Inflect ». Le pragmatisme pourrait aider, je pense, à conceptualiser cette troisième voie. Mais, au final, l'ouvrage associe plutôt le nouveau pragmatisme architectural aux postures post-critiques. En tout cas, il n'établit pas le moindre lien avec la tradition philosophique américaine. L'absence de cette référence est notable, surtout du fait que la connexion entre ce pragmatisme-là, philosophique, et l'architecture avait déjà été établie. En 2000, à New York, donc sur la même côte est américaine, dans le même milieu, autour des mêmes acteurs, John Hockman et le philosophe John Rachman avaient envisagé le pragmatisme comme une tradition philosophique opportune pour renouveler les liens entre la pratique et la théorie de l'architecture, et potentiellement aussi pour repenser la posture critique des architectes. Malgré l'ambition de cet événement, qui était un workshop à Columbia University, une grande conférence au MoMA, on peut dire que celle-ci a échoué, et il suffit de lire ces quelques mots publiés par Philippe Nobel dans le magazine new-yorkais le magazine, attendez, je vais dire une bêtise, Metropolis, hein, c'est ça, je pense. Ah oui, c'est écrit là, voilà, Metropolis. Et donc il dit « Et le nouveau pragmatisme, je peux affirmer avec assurance que si une telle chose existait, la très compétente machine à détecter des talents de la culture architecturale new-yorkaise s'en serait emparée. » Voilà qu'entre donc en scène cette fameuse machine dont je parlais au début, celle qui fait exister les débats entre critique et post-critique, ceci étant très efficace pour engendrer du commentaire, au détriment d'une initiative quelque peu austère comme celle d'Hockman, beaucoup moins efficace en ce sens. Elle a échoué dans la mesure où elle n'a pas été reprise. L'ouvrage de Saunders finit d'ailleurs par le prouver, puisque malgré son titre, The New Architectural Pragmatism, le pragmatisme mobilisé en architecture n'a pas gagné de teneur philosophique après l'événement. Cette machine à fabriquer des tournants, ce sont les puissantes universités et entreprises éditoriales de la côte Est qui la font tourner. Elles ont fait exister ce tournant post-critique, après avoir d'ailleurs fait exister ce qui, dès lors, s'appellera l'architecture critique. La dispute fait tourner les presses et assemble les foules. Des articles chocs sont publiés, les réponses ne tardent pas, les commentaires font le point, des colloques rejouent les arguments,
Et finalement, les anthologies confirment le phénomène en l'historicisant. L'efficacité de l'entreprise Post est d'autant plus redoutable qu'elle intègre ses propres contradictions. Les auteurs qui sont dits post-critiques, donc Sarah Whiting, Robert Somol, mais aussi Michael Speaks ou encore Stan Allen, ne vont en fait jamais utiliser le terme eux-mêmes. Ils évitent même soigneusement de l'utiliser et ils laissent aux autres le loisir de leur appliquer ce label. Certains se défendent même n'avoir jamais revendiqué ce titre. Quelque part, ils affirment haut et fort « nous n'avons jamais été post-critiques ». C'est par exemple le cas de Sarah Whiting, qui assure que pour elle, la critique devait au contraire servir de tremplin, que cet article n'était finalement qu'un état des discussions qu'elle menait avec Bob, etc., etc. Mais donc en fait, la machine Post, non seulement est assez insensible à ces démentis, mais en plus, quelque part, elle s'en nourrit. Et par ailleurs, c'est quelque part le sort et le ressort de tous les postes que de faire exister ce qu'ils entendent dépasser. C'est de chaque côté du petit terme poste que les publications et autres colloques se multiplient. La mise en cause de la critique amène les objecteurs à en réaffirmer la nécessité et à la refonder. Et à la refonder en la distinguant de deux manières. D'un côté, on a une architecture critique qui est une architecture autonome, formaliste et théorique, représentée sans doute au mieux par un architecte comme Peter Eisenman, et dont la majorité des acteurs de ce débat semblent envisager de se détourner. Et d'un autre côté, par contre, un héritage plus sérieux, issu des philosophies continentales, surtout les théories critiques de l'école de Francfort, auxquelles il s'agit pour certains de revenir. Dans les controverses autour de la critique, tout s'articule et se renforce donc de part et d'autre du poste. D'un côté, la critique, telle qu'elle, voire purifiée par un retour aux sources, et de l'autre côté, sa négation, trop facile, voire dangereuse, parce qu'elle prive des outils de la critique pour envisager un autre monde possible. Dans ces débats, seules quelques interventions cherchent à court-circuiter cette machine Post, en esquissant des alternatives constructives, loin des oppositions stériles entre critique et post-critique. À cet effet, certaines de ces interventions font référence à une intervention de Bruno Latour à Stanford en 2003, publiée en 2004, dont le titre « Why has critique run out of steam ?» interpelle évidemment quiconque s'interroge sur le sort de la critique. Il me semble que la posture empruntée par Latour permet précisément d'échapper à la capture opérée par le préfixe post. Moyennant quelques extensions, son texte ouvre la possibilité de penser le rapport des architectes à la critique sous une autre lumière, prodiguée par des pensées issues ou alliées à la tradition pragmatiste, ce qui ne manque pas évidemment de m'intéresser. Donc, dans le cadre de cette intervention, qui est très brève, beaucoup trop brève, je me limiterai à tracer quelques conséquences de cette proposition, et je m'excuse d'avance si ça en est cryptique du fait de la brièveté du propos. Donc, au cours de sa carrière, Bruno Latour s'était directement confronté au préfixe post du postmodernisme. En 1991, avec son « Nous n'avons jamais été modernes », il propose une formule pour échapper au post. Plutôt que de renoncer une fois pour toutes à la chose qui est mise en cause, dans ce cas-ci le modernisme, dans notre cas la critique, la formule « Nous n'avons jamais été » insiste sur l'importance et la continuité d'un projet qui n'aurait jamais été réalisé du fait qu'il reposait sur des bases contradictoires. Pour rappel, Latour montre comment la modernité s'est toujours présentée comme un processus de purification et de séparation étanche entre la nature et la culture, alors qu'elle n'a en fait que multiplier les hybrides. La formule « nous n'avons jamais été », en tant que constat, invite à observer attentivement ce que nous sommes en fait et d'en prendre un soin accru. C'est ce même mouvement que Latour propose concernant la critique. Plutôt que d'opérer un simple renversement post-critique, il propose de considérer que, je cite, « la critique n'a pas encore été assez critique ». Les positions de Latour dans le champ de la sociologie française l'opposent clairement à une certaine sociologie critique, bourdieusienne par exemple. Pourtant, le constructivisme social, dont il a quand même fait preuve, est une forme de critique. Il s'agit de montrer que les faits, scientifiques qui plus est, ne sont pas pure découverte et correspondance avec une nature out there, mais qu'ils sont bel et bien construits. Toutefois, dans ce texte, « Why has critique run out of steam ?»,
Latour montre comment les objets des sciences et des techniques qu'il a étudiés, en participant à la constitution des Science Studies, échappaient à la pensée critique. À la fois trop solides, ce sont bien des faits, et pourtant manifestement construits, ils deviennent des faits grâce aux multiples opérations de la pratique scientifique. Les faits résistent au sort qui leur est réservé par la critique, à savoir d'être considérés comme de simples supports pour les projections humaines ou, au contraire, comme des structures déterminantes pour les pauvres humains dominés par eux. Cette double action de la critique qu'il représente dans ce schéma, Latour s'attache à montrer qu'elle est impossible. Nous n'avons jamais été critiques, en quelque sorte. Surtout, il en montre les effets néfastes. La critique a mené à la destruction massive des faits. Face à cela, Latour propose une alternative qui consiste à en revenir aux faits, dans toute leur épaisseur. Ils sont vrais parce que construits, parce que pris dans des réseaux qui leur permettent de se déployer. Les problématiques qui sont posées par Latour dans cet article, où il discute la nature vraie ou fausse des faits, peuvent paraître bien éloignées de problèmes qui occupent les architectes lorsqu'ils se mettent à discuter du sort de la critique en architecture. Pourtant, cette proposition permet, selon moi, d'initier une réponse à la question de l'autonomie comme condition d'une posture engagée et responsable. Et c'est cette question qui est au centre des débats architecturaux sur la critique. En effet, s'il faut reconnaître une vertu à ces débats, c'est bien d'avoir dramatisé la question de l'autonomie. Les post-critiques ont ouvert la brèche et les objecteurs s'écrient que les architectes perdront tout moyen d'être responsables s'ils abandonnent la distance réflexive autorisée par l'autonomie du champ et par une posture de résistance. Si le risque est bien réel, il semble toutefois trop rapide d'écarter immédiatement cette position d'immersion en réaffirmant la tradition critique kantienne, telle que prolongée par l'école de Francfort, qui assimile responsabilité et autonomie. Une autre critique est possible. Pour Latour, le renouveau nécessaire de la critique passe par, je le cite, la culture d'une attitude obstinément réaliste, pour parler comme William James, mais un réalisme qui traite de matters of concern et non de matters of fact. Un tel réalisme ne peut pas être acquis sans opérer un renversement d'ordre philosophique, qui consiste à se détourner de la tradition kantienne au profit du second empirisme, hérité du pragmatisme, principalement de James et Dewey, et de la philosophie spéculative qu'il va chercher du côté de Whitehead. Il s'agit d'emprunter une toute autre attitude par rapport aux choses, une attitude qui soit protectrice plutôt que dénonciatrice. Aussi, plutôt que de supposer que l'expérience est trompeuse et que la rationalité permise par la distance réflexive permettrait l'accès à un monde caché derrière le voile des apparences, il s'agit d'en revenir plutôt à toute la richesse de l'expérience. Et pour ce faire, il s'agira de se situer au-dedans et non en dehors de celle-ci. Bon, là, je vous passe un bout, parce que c'est trop long. Cette critique, pragmatiste donc, peut être dite immanente, dans la mesure où elle ne suppose pas qu'il faille prendre ses distances par rapport aux situations pour adopter une posture responsable. Au contraire. Richard Chesterman, qui est un philosophe néo-pragmatiste héritier de la philosophie esthétique de John Dewey, va formuler une proposition similaire, et il le fait en réponse aux débats architecturaux avec lesquels j'ai commencé, ce qui en fait c'est un peu un insert par rapport au texte de Latour, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment situé à l'intérieur de la discussion. Et il va en fait articuler un argument assez similaire du type « nous n'avons jamais été », puisqu'il dit, je le cite, « on ne peut pas se tenir en dehors de tout ce qui nous mêle à ce monde », et il parle des architectes, en usant des énergies, des institutions, des autorisations, des finances et de tous les moyens de la société, l'architecte ne peut qu'être complice et se mêler à elle. À travers le constat, sans appel, que l'architecture dépend, pour reprendre la formule de Jeremy Thiel, on peut affirmer la nécessité d'opter pour une attitude critique qui ne repose pas sur l'autonomie, puisque celle-ci est de toute manière impossible. Du fait qu'elle se joue de l'intérieur des situations, la critique envisagée par Latour et par la nébuleuse pragmatiste qu'il convoque consiste à renoncer aux postures dénonciatrices et accusatrices au profit d'une pratique attentive de prise en compte.
Pour comprendre toute chose, il faut la considérer comme un assemblage complexe d'intérêts divers qui requiert d'être dépliés. Les faits sont toujours des matters of concern. Ainsi, ce qui importe, c'est de nous engager au sein des situations et auprès des choses qui les peuplent, en reconnaissant à ces choses le pouvoir de nous importer, voire de nous interpeller. Donc, évidemment, le portrait que je viens de faire est beaucoup trop rapide et il faudrait aborder beaucoup d'autres propositions. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de la présentation qui a précédé parce que je pense que c'est des prolongations très utiles de ce type d'une proposition du type de celle de Latour, entre autres dans les pensées féministes, entre autres dans les pensées du Caire, par exemple. Mais voilà, pour ce papier qui était donc trop bref, je m'en tiendrai aux ambitions premières qui étaient bien de déjouer la machination du poste, parce que je pense que c'est une échappée qui est nécessaire pour se mettre au travail et repenser notre rapport critique au monde. Je vous remercie. Merci Pauline pour cette présentation très claire et très concise, et plus ou moins dans les temps. Ensuite, nous passons la parole à Manuel Bello Marcano, architecte et docteur en philosophie à l'Université Paris-Descartes-Sorbonne, avec une présentation intitulée « L'architecture et la niche biosémiotique, le monde humain à l'épreuve de l'animalité ». Merci. Marco. Ça marche? C'est bon? Oui, alors l'architecture et cette niche biosémiotique que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose que c'est vraiment un esquisse qui va permettre peut-être de poser des questions pour commencer à avancer un peu dans ce débat entre animalité, le bio et l'architectural. Cette présentation est au centre de ce défi bio-architectural. De quelle manière peut l'architecture participer de cette spectacularité et de cette spectaculaire complexité du vivant? Comment faire? Comment comprendre dans le sens de comprendre et de prendre avec, de prendre ensemble et s'emparer de l'essence même du vivant, de cette question du vivant? Alors la tâche est difficile parce qu'il s'agit donc d'une ouverture. Car la pensée de l'architecture d'aujourd'hui semble être prise, d'une part par une instrumentalisation de ses fondements par l'image, et d'autre part par une éthique, une écologie, une biotechnologie chaque fois plus importante, plus totalitaire. Bon, je me pose la question. Avec la lecture du vivant, sommes-nous face à une véritable sensibilité? Sommes-nous face à un champ de connaissances dont l'architecture peut se nourrir pour se métamorphoser? Ou quelque chose qui est complètement de l'ordre du contraire? En essayant de construire une possible pensée bio-architecturale, la petite communication que je vous présente aujourd'hui cherche à témoigner d'une certaine manière, et c'est là peut-être ma conviction, qu'au centre du rapport entre le vivant, l'architecture et la philosophie, c'est qu'on forme un lieu qui fait lien, comme dirait Maffezoli, un lieu autant de la pensée de la vie que de la pensée architecturale. Au travers de ce rêve archaïque de l'humain animal, ou plutôt de l'anthropozoologique, j'aime pas beaucoup ce terme, mais il a été utilisé dans pas mal d'ouvrages, donc nous allons essayer de décrire ce lieu, peut-être de manière provisoire, ce lieu de croisement, comme une niche biosémiotique. Alors, mais c'est quoi exactement cette niche biosémiotique? Pour essayer de comprendre ces lieux, la construction de ces lieux, je vais vous proposer 3 pistes. La première piste, bien évidemment, vient de la pensée du 19e siècle et du 20e siècle, avec une tradition portée sur les milieux, sur la pensée des milieux. Cette notion construit une pensée qui passe bien évidemment par Uexküll, avec cette définition de l'Umwelt. Au départ, la traduction était celle de monde et ensuite elle est devenue celle de milieu. Par Canguilhem, jusqu'à une pensée écologique de la perception avec James Gibson, et sa théorie des invites qui donnerait lieu à cette notion d'affordance tellement utilisée aujourd'hui.
Dans cette approche écologique de la perception, aussi on peut essayer de prendre à partir de cette approche écologique la notion de niche, qui est celle que je vais essayer de travailler, qui vient de servir de base pour l'interprétation que je vais donner de l'architecture. Alors Gibson nous parle qu'en architecture, une niche est un lieu propre à accueillir une statue, un lieu ajusté à l'objet. Les écologistes, par exemple, de leur part, nous disent que c'est un contexte de traits environnementaux approprié à un animal, auquel celui-ci s'ajuste métaphoriquement. On dit d'une espèce animale qu'elle utilise ou occupe une certaine niche dans l'environnement. Donc une niche répond davantage à la question de savoir comment un animal vit qu'à celle de savoir où il vit. Donc il y a cette distinction qui est très importante. Quelle relation établir entre la définition qui nous donne Gibson de l'environnement en tant que niche et celle d'une fermeture face à la compréhension de notre propre condition animale? Les environnements parlent, ils communiquent des fonctions, des sensations, des besoins, des désirs. Alors Gibson appelle tout cela des invites, c'est sa fameuse théorie des invites. Chaque chose dit ce qu'elle est. C'est un caractère d'exigence de la chose. Les choses exigent des observateurs. Donc de là, c'est à la base sa notion de affordance, de comment les choses expriment leurs fonctions. Bien évidemment, Gibson nous parle, il nous dit que les choses peuvent mentir. Les choses peuvent, il y a des cas où il va falloir nous adapter à travers d'un processus de connaissance pour pouvoir savoir quand les choses mentent. Donc, c'est le moment où les choses n'apparaissent pas à nous comme elles sont, comme ce qu'elles sont. En tout cas, Gibson, pour Gibson, cette information qui nous donne les invites pointe vers les deux directions. Une direction vers l'environnement et une direction vers l'observateur. Donc c'est bidirectionnel. Mais ceci n'implique d'aucune façon, il nous dit, l'existence de deux mondes de la conscience différentes. Ici, on n'est pas dans un dualisme psychophysique, comme celle de simplement l'information qui spécifie les objets fonctionnels de l'environnement, que l'information qui spécifie les objets fonctionnels de l'environnement est accompagnée par l'information qui spécifie l'observateur lui-même, son corps, ses jambes, ses mains, sa bouche. C'est très important de voir comment, d'abord, Gibson suggère de comprendre cette niche comme un ensemble d'invites, et deuxièmement, comment il décrit le corps. Il décrit le corps, un corps démembré, pas un corps système. Il nous décrit un corps qui est fait de jambes, de mains, de bouche. Donc, cette image du corps n'est pas celle d'un corps ouvert. C'est un corps, c'est-à-dire un corps ouvert, un corps système, un corps dévoilé, mais celle d'un corps finalement démembré. Donc, c'est-à-dire d'un corps dont la division place historiquement dans une prémodernité. Ce n'est pas le corps ouvert propre de la modernité, le corps système. C'est-à-dire un corps divisé par région, par des membres, et non par des systèmes. Autrement dit, Gibson met l'accent, comme l'avait fait Adolf Portman, et je vais essayer de dévoiler ce deuxième point, en étudiant la forme animale, sur l'apparence des choses, plus que sur le système, c'est-à-dire le corps ouvert, comme principe propre de l'animalité, voire même de la vie en elle-même. Donc ce moment d'apparence est très important. Gibson continue, ceci simplement pour souligner à nouveau le fait que l'extéroception est accompagnée par la proprioception. Bon, des termes un peu compliqués, que percevoir le monde et co-percevoir soi-même. Ce qui est totalement incompatible avec le dualisme esprit-matière ou un dualisme esprit-corps. La conscience du monde n'est pas séparable de la conscience de ses propres relations complémentaires au monde. Donc là, on est dans quelque chose qui peut faire écho peut-être à la position de Merleau-Ponty, celle d'un corps phénoménal, et sa pensée sur la nature. Les conférences du Collège de France de Merleau-Ponty témoignent un peu d'une étude approfondie, nous allons le voir, d'Adolf Portman, où la liaison, par exemple, nous dit Merleau-Ponty, la liaison de l'animal avec son environnement est presque aussi intime que l'unité de son corps.
Là, on a quelque chose de très important, surtout dans ce presque aussi intime. Où se trouve la distanciation donc entre ces deux intimités? Comment qualifier ces degrés d'intimité? Se trouve-t-il dans l'organisation du corps ou tout simplement dans l'apparence du corps? Donc voilà. La deuxième piste que je vous propose pour essayer de comprendre cette niche biosémiotique vient par Adolf Portmann, qui est un biologiste pour les non-initiés qui a publié en 1948 son texte majeur « La forme animale ». Merleau-Ponty porte un regard critique, assez critique sur Portmann. Portmann, en tout cas, il essaie d'analyser l'apparence comme quelque chose, d'une part, d'absurde, mais en même temps comme un berceau de sens. Donc l'apparence, elle a cette double condition. Portmann parle, par exemple, de cette condition du médiocosme, c'est-à-dire de cet état intermédiaire entre deux choses, entre deux mondes, un monde intime et un monde externe. Il parle de la valeur propre de cette apparence qui est nécessaire pour la monstration, c'est-à-dire pour le fait de l'animal de pouvoir se montrer. Et il parle aussi du besoin qu'a l'animal, finalement, de se auto-présenter. Il pousse les analyses encore plus loin en parlant d'une sorte d'apparence inadressée. Lacan dirait par rapport à cela qu'il y a dans le monde quelque chose qui regarde avant qu'il y ait une vue pour le voir. Ça, c'est dans l'introduction de la forme animale faite par Jacques DeWitt dans une édition de 2013. Pardon. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est ce mot de l'apparence. De l'apparence comme une question qui porte sur les fonctions générales de la vie, sur cette forte pression de ces nombreuses tâches utilitaires qui servent à améliorer nos conditions de vie et à dominer les forces de la nature. En fait, on n'est plus dans une tâche utilitaire, on est dans une domination des forces naturelles qui est plutôt de l'ordre qui va contre cette imposition du modèle de travail, c'est-à-dire de mettre les forces de la nature et rendre la vie humaine productive. On est plutôt dans une dimension presque culturelle. Là, je fais le rapprochement avec Michel Maffezoli, qui travaille dans un texte très épistémologique, ce besoin social d'aller au creux des apparences, d'aller au-delà des apparences. Donc, en tout cas, cela nous indique bien que pour lire la logique de l'architecture, il faut donc connaître la culture. Mais c'est toujours difficile de trouver un statut communicatif stable ou un code stable en architecture. Là, je reviens, en fait, ça devrait s'appeler encore l'architecture, encore la philosophie, encore la sémiotique. Mais bon, en tout cas, c'est se penser sur la notion de milieu qui va nous permettre de faire le rapprochement entre Portmann pour déduire que l'architecture et l'urbanisme peut être l'expression d'un type de solidarité. Mais pas seulement d'une solidarité et d'un échange envers d'autres êtres humains, bien évidemment, mais aussi envers d'autres sphères du vivant. Une construction et échange peuvent être donc, une construction et échange peuvent être donc deux faces de la même monnaie. Donc le troisième point pour la définition de cette niche biosémiotique, qui est assez, il faut dire que c'est quelque chose de très récent, cette pensée sur la biosémiotique, qui date des années 80. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de pistes, mais il y a pas mal de réponses non plus aussi. Donc, cette troisième piste, qui est celle de la biosémiotique, finalement. Ce problème de langage. Alors, s'il est vrai qu'Aristote affirme que l'homme est le seul animal qui a la faculté de langage, Uxküll nous montre bien à la fin de son monde animal et monde humain, et Thomas Sebeok, qui est mort en 2011 récemment, nous montre bien avec sa zoosémiotique qu'il y a quelque chose qui va au-delà. Qu'il est désormais possible d'affirmer que les animaux communiquent à leur manière, c'est-à-dire qu'ils expriment d'une façon donnée. Les animaux ont des comportements qui produisent des gestes et des formes. Certes, ils n'organisent pas leur langage
leurs choses et leur monde comme nous. Par exemple, Portman nous parle dans son livre de comment un animal à l'extérieur sera toujours symétrique et comment cette symétrie ne garde aucun rapport avec l'asymétrie de l'animal à l'intérieur. Ok. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment la symétrie et la asymétrie, en fait, comment l'animal porte un regard qui est construit par son rapport avec les autres animaux, c'est-à-dire par un rapport à son environnement. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Alors, ce qui est important de voir, c'est que l'architecture, dans ce discours-là sur le lien qu'on pourrait faire entre animalité et architecture, il existe une incompréhension donc de notre propre corps animal. C'est ça ce qui représente donc une fermeture face à l'animalité, comme dirait Elisabeth de Fontenay dans son ouvrage. Donc, ce qui est important de voir, c'est que cette incompréhension fait des objets comme l'architecture, des choses qui nous arrachent de la nature inconnaissable pour nous, qui nous arrachent de la nature inconnaissable pour nous introduire à une culture dans laquelle nous pouvons nous objectiver. Et voilà le centre du problème. Quand j'ai abordé ce problème de la sémiotique, de la biosémiotique finalement est une critique faite à les trois piliers de base de la biologie moderne, c'est-à-dire le modèle génotype-phénotype classique, le deuxième modèle, le physicalisme, c'est-à-dire de la réduction de toutes choses de la vie à des signes et des codes inclus dans des quantités physiques, et le troisième, la sélection naturelle. Donc la biosémiotique vient apporter une couche qui est celle de l'existence de la génétique et de codes génétiques, dont ses implications peuvent être dans la construction d'un système biosémiotique entre le vivant. Alors, il y a deux façons, pour faire bref, de comment la biosémiotique aborde ce sujet-là. Soit d'en bas, c'est-à-dire qu'elle passe par une approche basée sur le code, c'est-à-dire une approche qui est un chemin qui commence par la reconnaissance de la sémiose au niveau des molécules, et travaille cette reconnaissance en la faisant monter jusqu'à atteindre des concepts de code et de signification au plus haut niveau. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une biosémiotique basée sur le code, soit d'en haut qui est la proposition, par exemple, bien évidemment, Portman, il n'était pas dans la même logique, mais c'est le rattachement qu'on pourrait faire avec Portman, c'est-à-dire une approche qui est complètement à l'inverse, qui commence par les hauts niveaux, vers les niveaux plus bas. Ce chemin propose une lecture, par exemple comme la sémiotique proposée par Peirce, dans la définition du signe à partir de la relation triadique représentamon, un objet et un interprétant. Donc la notion d'interprétant, elle est clé. Elle est clé comme élément médiateur. C'est ça ce qui fait que ce type de biosémiotique, c'est-à-dire de celle de penser le corps de l'animal pour arriver jusqu'à la molécule, est une biosémiotique basée sur l'interprétation et pas sur la codification. Ces deux moments de la biosémiotique peuvent nous aider à comprendre, peuvent nous donner une vision plus claire en faisant ce lien avec Portman dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tout cas, je vais essayer de résumer, je passe vite. Ce qui est important de retenir sur cette notion de biosémiotique et de niche biosémiotique, c'est qu'elle peut considérer l'architecture comme quelque chose qui établit des liens, des portes vers plusieurs mondes, par exemple des mondes animaux, vers plusieurs Umwelt. Alors, ce sont des liens, mais qui ne sont pas basés sur des systèmes, mais sur des apparences, les apparences du corps comme communication. Donc l'apparence revient sur la table, et comme dirait Merleau-Ponty, l'animal voit selon qu'il est visible. C'est ça ce qui est finalement intéressant. Donc il y a une puissance de l'architecture à inventer du visible. Et là, je viens avec cette notion de puissance dont on parlait tout à l'heure, d'une puissance pas comme quelque chose qui vient de s'imposer, mais comme une sorte d'effervescence de cette puissance, du visible.
une galaxie d'images, dirait Gilbert Durand, ou un imaginaire. Donc voilà, c'est un peu cet environnement dont la niche biosémiotique, finalement, ne serait qu'une expression de l'architecture en tant que signe de vie. C'est un peu ça ce que je voulais vous présenter. Merci. Merci beaucoup, Manuel. Our last speaker is Georgia Aquilar. I think she's here. Yes, she is here. She has been working with Pasquale Miano, but who can't be here. They're both from the University of Naples, Federico Due. And the title of their talk is Towards the Disciplinary Reconstruction of Architecture Between Neo-Realism and Neo-Pragmatism. So I think we'll find some common threads with previous presentations. Please go ahead, Georgia. Thank you. Apologizes if I speak in English. In recent years, the need to return a collective content to the architectural knowledge has been increasingly felt to be meant as a set of shared ideas and practices. But up until a few decades ago, the architectural culture has been characterized by a very precise and specific relation with reality, which was characterized by the aim to deconstruct. Today, conversely, a different and opposite direction is gaining ground, which can be meant as an attempt to reconstruct a disciplinary unity which is now fragmented and perhaps lost. This is the structure of the research, and I will try to use the prefixes and the philosophical references about, above all, the use of neo for pragmatism and realism in order to try to define an idea of possible disciplinary reconstructions which should not be meant as a total reset of the discipline and should not be meant as a return attitude towards the past. Reconstruction in these terms can be meant as an open and dynamic idea which can be based on a truthful work on knowledge. This possibility and above all the need for sharing has been many times supported by Maurizio Ferraris, who posed this theme in terms of a battle for architecture, a battle which develops from a state of limit, from a set of boundaries which are material and ethical and social and political, but those barriers can be meant as the Kantian dove, hindered in its flight by resistance air, but that without that resistance could not fly. The consideration by Maurizio Ferraris, and particularly the statement that every deconstruction without reconstruction is an act of responsibility, have been taken into consideration in the specificity of the architectural discourse by Antonio Monistiroli, which put an emphasis on this concept of a liability, of a responsibility of architecture in the mediation of the delicate transition from deconstruction to reconstruction. But as I was saying before, this idea of reconstruction cannot be meant as a return attitude towards an ideal past that is lost, but we can take the words by Fritz Neumayer when he states that this new realism and the importance of new realism in architecture should move towards the production of interesting objects at the global level and then go back to architecture in its built reality. And above all, in the aim of architecture to produce cities. So it can be interesting to relate this return, this new realism in architecture to going beyond the common thoughts about the new realism in architecture as it was meant in the 70s, and going back to the two adjectivations related to realism, and particularly the negative realism by Umberto Eco and the modest form of negative realism, and the critical realism by Gregotti. For what concerns negative realism, Eco stated that without trying to guarantee what is the case, the role of realism in this sense is to show
what lies ahead of us. And so somehow the role of realism can be meant as a way to assert that some of our ideas are wrong because they say that it was not the case. And this is to connect neorealism and reconstruction. And another important passage by Umberto Eco is the metaphor of the art core. In fact, we can now say that there is a core, there is a central nucleus, but it is continuously changing. It's not something that deals with the fundamentals of the disciplines, but it's continuously updating itself. And in the interpretation by Eco, it can be seen by the negative point of view as just as a gesture of rejection. At the same time, it would be interesting to interweave the idea of negative realism with the critical interpretation by Gregotti as a way to open new cracks and so to avoid the mere idea of mirroring, of realism as a way to mirror, even if it is the interpretation of a collective recognizability. And in this interpretation, in architecture, precisely, the important role of this consideration is to move at the bottom of things, and above all, to understand the role of innovation. Through the concept of innovation, it is possible to relate neorealism and disciplinary reconstruction in design terms, and above all, in the consideration of design to be meant as research itself. According to these purposes, we can go back to some interpretation by Giuseppe Galasso, who put the emphasis on the role of creativity, originality, and innovation of every present in respect to every past. So he explains the double role of continuation and break that stands at the same time as a way to get the unknown from the known itself. So we can pose these problems in the terms of the problems of a choice. But the choice is not just to be meant as the selection of alternatives, but the modification of the alternatives themselves in the very act of selection. So we can talk about this double view of continuation and breaks, and above all as a way of transcending the alternatives themselves. In the architectural discourse, Purini set the same themes in the important role of opening new scenarios from the problems itself, from the problems to be explored, so that the role of the architect should not be to solve a problem, but to pose new issues in which problems can be deeply explored. Here we can come to the main core of the reflection about the use of the prefixes, and in particular about the verbs starting with re and re, through the famous statement by Rem Koolhaas, which contains a sort of negative interpretation of the verb starting with re, but this not means to deny the role of the use of these prefixes in designers' research, because of this ambiguous vision, because of this hybrid interpretation. Koolhaas states that all the verbs starting with re produce junk space, but this is something that should be related to understand the role that this interpretation and the use of this recycling and rebuilding and refurbishment gains today. We should think about the very latest trends in architecture, in particular in the modification of the city, where the idea of reworking again of something that already exists is gaining increasingly ground. These are some images of some last project, and above all the research about the recycling that goes from art to architecture to literature as a way to remanipulate not only the matter but also the meaning. So from the interpretation of Rem Koolhaas, we can also recall this statement by Bauman about the reconditioning and refurbishment and recycling as the way to avoid, to squeeze, as he said, in a time span of a mortal life,
so many lives that is something that may happen if one moves quickly enough, not looking back to look at the past and to count both the gains and the losses of the past itself. And so the role of these prefixes in the interpretation of research as a prelude to design itself can be followed again in the words of Rem Koolhaas as a way to avoid that architecture became a sort of inappropriate activity. To relate in architecture the reinscription, it would be important to recall the interpretation by Vittorio Gregotti about the concept of Derrida for the reinscription as a way to free the architecture from the hegemony of the past, and in a way to go back then to those values of the past, of the existing, freed from the hegemony, and then reintegrate themselves, not for setting up a possible future, but a possible reality in the possibility itself. And here it becomes clear the role of the contingent situation. So while we are talking about the role of new realism, we can at the same time try to interweave these themes with a return to pragmatism, which can be meant as a new pragmatism, starting from the ideas of Peirce and Rorty, and particularly the three keywords by Rorty about contingency above all, but also trying to go beyond the critique to pragmatism as empiricism, and Rorty tried to do this by the definition of a pluralist empiricism, and try to take back this consideration into the architectural, into an architectural reflection, as Christian Bandegaard already tried to do, saying that pragmatic in architectural discourse should be meant as it is in the everyday language, so it should be interpreted as something that is practical, as it's feasible, which is directly connected with circumstances and with context. Also, Richard Coyne made this relation between neo-pragmatism and architecture in terms of an interdependence and also a conflict sometimes between philosophical texts and architectural theoretical considerations. Going back to the words of Rorty, it becomes clear the role of the redescription. So together with the construction of a new reality to a neorealistic approach, on the same side, we can talk about the redescription as a way, as a philosophical mode of knowledge production, which stands inside concrete situation and which is directly connected to the interference between the different connected fields. Philip Nobel also took into consideration the role of neo-pragmatism as a method to reinforce skepticism. It is important how Nobel says that neo-pragmatism should be very risky if it is meant as a shortcut to reach a new style, but at the same time, from a methodological point of view, to verify through the action, to verify the ideas through the word, through action, it shows very deep potentialities, even in the field of architecture. We can say the same things. In fact, Robben Verturi and Dennis Scott Brown, years later, the studies about Las Vegas, talk about the evolutionary pragmatism rather than revolutionary ideology. And so the role of pragmatism in this consideration is directly related to this ambiguity and the importance of this hybrid dimension, this ambiguous dimension, to better understand this new era of complexity and contradiction. And finally, also Donald Davidson clearly defined this double position.
Partly, we can make knowledge dependent on the external circumstances, but partly on the connections which are directly related with some recognizable elements which are related to it. As the last step, the last attempt of this research was to merge neorealism and new pragmatism, and then try to look at these two terms together with a utopian component, and talking about this interpretation by Richard Coyne is a tentative way, is a contingent and tentative way to go back to utopia, to take the invention back again, so we can read in the words of Bunkland the importance of the discovery and the invention, and use the innovation itself as a response to the unexpected, but in the reading of what pre-exists. And this can relate the look to the past and the look to utopia itself. Giancarlo De Carlo said that this way, by taking into account all the variables involved, it is possible to say that utopia is realistic, while it is completely impossible, as it is commonly meant, because when it is a complete alteration of reality itself. Gregotti also talks about the role of the authenticity in utopia itself, so that the design can be authentically innovative, even only when it contains a fragment of utopia. So we are at the point of an oxymoronic interpretation, so we can recall back the idea of utopia of reality by Ernesto Nathan Rogers, or the Utopie réalisable by Yona Friedman. As the final scheme of these transitions, we are trying to take the idea of designer's research from a neorealist side and the idea of a description from a neo-pragmatist side, in order to take innovative components inside the neorealist position and utopian components in the neo-pragmatic position, merging individual aspects and trying to gain some partial and collective instances towards a disciplinary reconstruction that is partial and fragmentary for the architectural disciplines. According to this purpose, we talk about thematic armors as a way to set a theme for architecture from a neorealistic point of view, but then use armors which are oriented in a practical way for a possible reconstruction of the discipline. Thank you very much, Georgia. Can I ask you to stay here in the front, and may I ask the other speakers to come here and sit in front of the microphones which are at your disposal. We have already, technically speaking, we've already come to the end of the time for this session. So now we are eating into the coffee break. On est en train de mordre sur la pause, mais je propose que l'on pose une question à chaque conférencier, après quoi on pourra toujours continuer la discussion lors de la pause, évidemment. Je pense que tout le monde a besoin de carburant. Donc on va faire la pause dans une dizaine, une quinzaine de minutes, mais en attendant, je pense qu'on peut au moins poser une question pour chaque intervenant. Donc je vous invite à cibler vos questions. On aura 4 questions pour les 4 intervenants. Bonjour, moi j'aimerais bien poser une petite question sur cette dernière intervention, parce que là, la question du manifeste du néoréalisme en Italie, il faut quand même dire qu'il s'inscrit à la suite de ce qui a été le projet de la pensée faible, c'est-à-dire la pensée qui a renoncé à l'exercice de la critique par rapport au social, à la façon de construire, et qui est toujours en connexion avec les archistars qui vont concevoir plutôt les projets comme quelque chose d'isolé qui marque le design de certaines villes, et en plus qu'il y a pas mal de gens comme Yona Friedman, qui n'a rien à voir avec Maurizio Ferrari surtout,
Bon, on va venir expliquer en italien aussi. Mais Oui, en tout cas, posez là, peut-être la question en italien, parce que oui, non, elle ne comprend pas. je termine en français, je vais vite en italien après. C'est-à-dire que là, on a vraiment beaucoup de problèmes parce qu'en Italie, tous les gens qui ont travaillé avec Maurizio Ferraris et les autres sont plutôt des archistars qui ont renoncé à l'esprit critique de la pensée par rapport au social. Yeah, I do agree. The manifesto of Ferraris was the starting point to say how the role of neorealism has been taken into consideration by the architectural discourse somehow, starting from those references, but then interweaving with many different trends, it can become something completely different.